Voilà, donc vous avez vu sur le programme que faire face aux déserts médicaux de centre-ville et à l'attente de rendez-vous avec les spécialistes. Donc le docteur Agnès Capéran est médecin généraliste. Il y a une quinzaine d'années, il a ouvert, il s'est lancé dans l'aventure des cabinets de soins non programmés. Il était un petit peu seul. Puis son cabinet a évolué il y a une dizaine d'années. Elle a créé Médecin 7/7. Elle va vous expliquer son expérience, je vais dire son aventure. Et donc, Agnès, c'est à toi, 10 minutes. Je suis médecin généraliste, Dr Agnès Capéran. Je remercie l'AEG de m'avoir invité pour témoigner. Je vais rester sur un témoignage et sur un positionnement très clair qui est que Médecin 7/7 aujourd'hui, c'est un cabinet de soins non programmés qui gère des patients en dehors du réseau médecin traitant. C'est-à-dire qu'on n'est jamais médecin traitant et nous sommes uniquement là pour désengorger les urgences. C'était le projet de départ en 2003 qui a évolué depuis et qui s'est structuré, voilà, 15 ans déjà. Et nous avons comme projet collectivement de n'hospitaliser que les patients qui méritent une surveillance. C'est-à-dire qu'on va voir des simples consultations de médecine générale à des consultations de niveau 2 nécessitant un bilan et le niveau 3, c'est-à-dire nécessitant une surveillance, ira à l'hôpital. Donc, gérer un projet comme celui-ci, c'est gérer une équipe. On est maintenant aujourd'hui une vingtaine de permanenciers étudiants en médecine à l'accueil qui accueillent les patients dans un flux. C'est également maintenant on est 30 médecins, une équipe de 4 médecins de front le matin, une équipe de 4 médecins l'après-midi. On a des horaires élargis de 7h du matin à 24h, 7 jours sur 7. Et on a évidemment pour répondre à ce projet, développer un réseau médical de ville pour gérer tout ce qui avant était géré à l'hôpital. Donc ça veut dire des partenariats pour toute pathologie, en particulier avec les laboratoires, ensuite les cabinets de radiologie, parce qu'en fait on s'est rendu compte très rapidement que un patient qui nécessitait une échographie, même un vendredi soir ou un samedi, n'était pas forcément en urgence si on pensait qu'il n'avait pas besoin de surveillance. On décale notre échographie, on a fait un système avec les radiologues où on envoie les fax, nos ordonnances, et ils prennent de façon privilégiée le lundi matin. Ce qui fait que ça nous permet de décaler les hospitalisations, et là vraiment de façon très importante. Alors là, c'est vraiment la situation d'aujourd'hui. Notre constat, il est extrêmement clair. En gérant donc 50 000 patients une année, avec des équipes successives, on a travaillé ces 4 dernières années sur la fluidification du parcours de soins pour le patient, améliorer ce patient pour le renvoyer correctement géré au médecin traitant. C'est compliqué parce que il faut se coordonner, il faut organiser, c'est une logistique qui en fait s'adresse à un collectif et à d'autres collectifs, c'est-à-dire aussi également dans les réseaux de ville. J'entends par là que ces 4 dernières années, en fait, on s'est concentré sur ça, sur l'organisation de la logistique, la coordination, et on peut encore s'améliorer, mais ça a été surtout notre premier travail. Le deuxième, c'est une condition. On s'est rendu compte qu'il fallait optimiser notre consultation, la rendre plus efficace, permettre aux médecins, c'est-à-dire seul en face du patient, d'améliorer l'estimation de la situation du patient. Parce que dans ces 50 000 patients, il est clair que nous avons quasiment 80 à 90% de nouveaux patients. En tout cas, le médecin qui intervient n'a quasiment jamais vu le patient en face de lui, ne le connaît pas. Donc nous, aujourd'hui, le DMP, c'est évident, c'est une nécessité. On gagnerait peut-être pas forcément du temps, mais de l'expertise. Donc là, c'est notre constat d'aujourd'hui. La première partie, on pense qu'on n'est pas trop mauvais. La deuxième, on se lance. Et donc, les enjeux, c'est le panorama actuel, c'est la prise en charge du patient. Alors ça, c'est les difficultés que l'on rencontre.
Donc cette difficulté d'estimation du niveau d'urgence est par qui? C'est-à-dire que le patient, avec les accès aujourd'hui à des outils que vous connaissez tous, a une idée de son urgence. Quand il arrive au cabinet, il a déjà posé son diagnostic. Et c'est un petit peu compliqué parce que comme il ne nous connaît pas, il ne nous respecte pas forcément. Et on a dû former notre personnel d'accueil à des réponses pour gérer l'agressivité du patient, pour gérer une agressivité qui n'est pas forcément grave et qui vient de son inquiétude aussi. Donc poser les bonnes questions. Et comme on fait appel à des étudiants en médecine qui travaillent, il faut les former, il faut les accompagner. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils sont en face du patient. C'est-à-dire avec un ton à donner. Souvent, ils travaillent à l'hôpital, alors on essaie de casser un petit peu ça pour avoir une accessibilité. Et puis, une absence de jugement. Parce que là, je rejoins les intervenants de ce matin. L'important, c'est vraiment ne pas mettre d'étiquette sur le patient, puisqu'on ne le connaît pas. Le projet de l'accueil, c'est estimer également, filtrer, puisqu'on a soit un accès par la salle d'attente, soit directement dans des infirmeries, et dans ces cas-là, le patient est prioritaire. Multiplication des demandes ou exigences, c'est du fait de l'accessibilité de ce cabinet, en plein centre de la ville, les patients viennent facilement, et ça c'est compliqué. Expliquer qu'on est en train de resserrer les choses de façon drastique pour essayer de pouvoir répondre à la demande aussi, parce qu'on a une augmentation constante du flux, des patients de plus en plus exigeants et critiques, ça c'est une évidence, et parfois de façon logique, hein, quand vous cherchez un médecin traitant, quand vous faites tout un parcours et que vous arrivez devant, c'est le dernier qui prend, et c'est souvent pénurie des médecins traitants. Nous, on a aujourd'hui une grande réflexion. On se retrouve avec des patients qui étaient autour des 27-30% il y a 4-5 ans, qu'on dit être en CMU2, c'est-à-dire nécessitant un bilan, qui normalement irait à l'hôpital. Ces patients, aujourd'hui, s'y font presque 45% des consultations, et c'est de plus en plus des patients complexes, et en aucun cas on peut gérer ça en 20 minutes. Donc on lance un bilan complémentaire. Est-ce qu'on les renvoie vers leur médecin traitant? Avant, c'est ce qu'on faisait. Si on fait ça, cette phase-là, ben, c'est la catastrophe, parce que les patients ont du mal à prendre rendez-vous. Donc il faut coordonner, on passe énormément de temps à les rappeler pour leur dire, là, il faut que vous fassiez ci, enfin, leur donner les consignes, les revoir. Et la grande difficulté aujourd'hui, notre immense difficulté, et j'ai averti l'ARS cet hiver et cet été, c'est trouver des médecins remplaçants. Ça devient un parcours du combattant. On a dû, au mois d'août, fermer le cabinet une journée entière, et on était en effectif réduit complètement du 1er au 15 août. C'était vraiment difficile. Dans ces cas-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on prend des risques. Et on se retrouve en première ligne, et c'est difficile. Ça va peut-être s'améliorer tout doucement. En tout cas, ça nous demande, nous, énormément de travail. Former le personnel d'accueil. Et les difficultés d'hospitalisation, je dirais de moins en moins, puisqu'on a une reconnaissance aujourd'hui, puisqu'on hospitalise vraiment quasiment que des CMI3. Il faut que vous sachiez qu'il y a à peine un mois, on a eu quand même un patient qui a fait un arrêt cardiaque à -2 devant le cabinet, qui est venu à pied. Et aujourd'hui, le fait d'implanter un cabinet de soins non programmés comme ça dans la ville, c'est une reconnaissance des patients. C'est-à-dire que c'est le voisin qui lui a dit, va à médecin 7 sur 7. Et heureusement, et là on a pu voir le partenariat avec le SAMU, on a pu avoir un partenariat très très efficace. Donc aujourd'hui, nous, c'est la messagerie sécurisée, c'est notre difficulté pratico-pratique, c'est que les jeunes médecins, le temps d'avoir leur carte vitale, c'est compliqué pour avoir l'accès à la messagerie sécurisée. Le DMP, ben, ça va être extrêmement vite, parce que nous, ça sera un outil extraordinaire. Également dans notre réseau de soins. C'est-à-dire pour passer vers le radiologue, c'est à qui on adresse une appendicite un peu limite. Et dans ces cas-là, c'est lui tout seul qui va décider d'envoyer à la clinique ou à l'hôpital. Des objets, applis, outils, aide au diagnostic, évidemment, la télémédecine. Les objets, ce qui nous pose question, c'est la validation de ces objets, savoir lesquels,
Et puis les aides au diagnostic, la validation aussi. On voit un peu de tout, en particulier pour les électrocardiogrammes. Je m'interroge, je cherche des partenaires, des interlocuteurs pour me conseiller là-dessus. Demain, des logiciels patients performants, intégrant ces outils de manière facile et accessible. J'ai fait le tour des logiciels en ville. Non, maintenant ils sont compatibles. Enfin, oui, maintenant ils sont compatibles. Et justement, pour le DMP, des objets connectés, l'intelligence artificielle, le big data médical. J'ai lu que la Chine, aujourd'hui, se positionnait dans Sciences et Avenir sur justement, et qu'ils avaient eux aussi une pénurie de médecins. Oui, mais des outils plus utiles pour le médecin ou pour le patient, je m'interroge parfois. Est-ce que ces outils qu'on nous propose nous servent vraiment dans notre démarche de diagnostic? Parce que finalement, quand on est en face du patient, on a déjà notre tableau, notre démarche est posée. La question du diagnostic, en tout cas dans ce positionnement de soins non programmés, je me pose la question, c'est-à-dire qu'en fait j'ai plus besoin de valider un diagnostic différentiel que d'une aide à ma démarche diagnostique. Voilà, c'est ma réflexion. Un risque chronophage dans la mise en place de ces outils, ça c'est certain. Le DMP, ça va être compliqué au départ, parce que j'ai vu les conditions. Nous, on travaille qu'avec des médecins remplaçants. Comment on va pouvoir accéder, les jeunes médecins associés, j'ai vu, je les ai inscrits sur la messagerie sécurisée, ils n'y sont toujours pas au bout de 4 mois. Voilà, donc c'est des petites choses, mais c'est des petits problèmes techniques. Aide au diagnostic, comment les mettre en œuvre avec tous les acteurs du réseau de ville, ce sont des questions. Réactivité des institutions sur les veilles technologiques. Un engagement, c'est ce que je disais, j'aurais besoin d'une aide à valider les aides que je pourrais mettre en place, c'est-à-dire être sûr que c'est du sérieux. J'étais partie pour valider tous les électrocardiogrammes, puis je me suis rendu compte que c'était un réseau étranger. Enfin, donc, on a des propositions de l'équipe. En résumé, un développement du parcours de soins non programmés. Donc, moi, j'ai un recul de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai vu les évolutions. Je trouve qu'il y a une dynamique qui rejoint celle que j'avais prise dès le départ, j'en suis ravie. Des outils pour le médecin et pour le patient. Je pense que l'avenir, ça sera ça, c'est que non seulement le médecin aura ses outils, mais le patient aussi. Et là, je rejoins l'intervention qui me précédait, parce que je pense que le patient handicapé en particulier, le patient en ALD, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, le développement de ces outils-là va servir également dans le parcours du patient malade, je dirais, peut-être moins du parcours du patient en bonne santé. Là, c'est la prévention. Nécessité d'une adaptation des pratiques, de développer des aides diagnostiques, d'optimiser notre consultation. C'est le travail là et le défi qu'on s'est lancé à Médecins 7 sur 7. Voilà. Et dernière diapo, excusez-moi. Donc, se positionner face à l'intelligence artificielle, il me semble que même si certains de mes confrères, j'étais au Conseil de l'Ordre, et s'interroger sur le fait qu'on nous prenne notre métier, je pense qu'au contraire, cette intelligence artificielle, elle va nous demander de revenir au cœur de notre métier, de nous repositionner dans notre interrogatoire, dans notre valeur ajoutée. Donc moi, ça me fait pas peur. Voilà. Et je vous remercie.